Bonjour à toutes et à tous. Dans cette analyse, on va s'attaquer à un mythe vraiment tenace, celui des arts martiaux comme des traditions figées, venues du fond des âges. Alors quand on pense aux arts martiaux, on imagine tout de suite des traditions un peu mystiques, intemporelles, transmises de génération en génération. Mais et si toute cette histoire avait été inventée bien plus récemment qu'on ne le pense? Bon, c'est parti. Tout commence par un changement absolument fondamental dans le but même du combat. C'est une transformation qui va unir en fait tous les arts martiaux qu'on pratique aujourd'hui. On est passé de duel à mort, où le but était clair, c'était d'éliminer l'adversaire, à des compétitions avec des règles, où l'objectif c'est simplement de gagner. Du coup, la mort n'est plus une fin logique, c'est devenu un accident tragique. Les sociologues, ils ont un nom pour ça, l'euphémisation de la violence. C'est un peu barbare comme terme, mais l'idée, c'est que la brutalité du combat a été contenue, raffinée, pour transformer la vraie bagarre en une sorte de compétition symbolique. Et attention, ça ne s'est pas faire en un jour. C'est un processus très lent qu'on observe dans plein de cultures. En Italie, à la Renaissance, on invente le fleuret pour calmer les duels. Au Japon, à l'ère Edo, l'esprit guerrier du samouraï se transforme en code d'honneur. Bref, des compétences mortelles qui deviennent petit à petit des pratiques disciplinées. Donc, une fois que le combat a des règles, 4 grandes forces, qui sont d'ailleurs en compétition, vont commencer à tirer dans tous les sens et à sculpter le paysage des arts martiaux qu'on connaît aujourd'hui. La première force, et de loin la plus puissante, c'est la logique du sport moderne. Le modèle du sport, son but, c'est l'universalité, l'objectivité. On met en place des règles écrites, une évaluation par points, des arbitres neutres. L'idée, c'est que n'importe qui, de n'importe où, puisse s'affronter sur un pied d'égalité. L'exemple parfait, bien sûr, c'est la boxe anglaise avec les fameuses règles du marquis de Queensberry. Mais en même temps, une autre force va apparaître, le nationalisme. C'est un moment clé. Les nations vont commencer à s'approprier ou même à inventer des styles de combat pour qu'ils deviennent des symboles de leur identité nationale. C'est la naissance des combats-nations. C'est vraiment la première fois dans l'histoire que la performance physique et le nationalisme se rencontrent. Le style de combat de quelqu'un, ce n'est plus juste une affaire personnelle. Ça devient le reflet de la puissance et de l'esprit de toute une nation. Un match de savate contre de la boxe anglaise, ça symbolisait la rivalité entre la France et l'Angleterre. Le taekwondo, lui, a été créé de A à Z pour devenir l'art martial national de la Corée. Troisième moteur de cette grande transformation, la logique du marché, l'argent, tout simplement. Le commerce va transformer le combat de 2 manières. D'un côté, ça devient un spectacle professionnel, poussé par les paris, qui, forcément, exigent des règles claires pour savoir qui gagne. De l'autre, ça devient un service de luxe, vendu à l'élite. Et cette clientèle riche, elle veut de l'esthétique, du beau geste. C'est comme ça qu'apparaissent des termes comme noble art, ou des techniques très stylisées, comme les coups de pied très hauts, pas toujours efficaces, mais très jolis à voir. Et enfin, la quatrième force, c'est la logique de l'éducation. Là, on a des figures, des vrais visionnaires, comme Jigoro Kano. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les vieilles techniques du jujutsu, il a tout analysé, il a enlevé tout ce qui était trop dangereux, mortel même, et il a systématisé le tout en créant un programme structuré. C'est l'arrivée des katas, des ceintures de couleur. Et le plus important, c'est que le but a complètement changé. On n'est plus dans le jutsu, la technique pure de combat, on passe au do, c'est-à-dire la voix, le développement personnel, moral et physique. Pendant des décennies, toutes ces forces ont poussé le combat à se standardiser. Mais dans les années 60, un seul événement va provoquer une rupture, une vraie scission. Cette rupture, elle est provoquée par un Néerlandais, Anton Geesink. Sa victoire au championnat du monde de judo, et surtout au JO de Tokyo, a été un choc terrible. Ça a prouvé que l'excellence sportive était universelle. Plus besoin d'être japonais pour maîtriser le judo. Le mythe qu'il y ait un art à sa nation d'origine venait de s'effondrer. En réaction à ce choc, le monde du combat s'est littéralement fracturé en deux. D'un côté, la voie du sport, avec comme seul but la victoire, une approche objective et une valeur universelle. Et de l'autre, la voie de l'art, qui recherche la perfection de soi, qui est subjective et qui revendique son ancrage culturel. Cette division a vraiment dominé la fin du XXe siècle. Mais vous allez voir, elle a fini par provoquer un puissant contre-mouvement. Après des décennies de sport très réglementé et d'art très spirituel, on peut se poser la question, qu'est-ce qui manquait ? Eh bien, ces deux voies, chacune à sa manière, s'étaient éloignées de la question de base du combat. Et ce qui manquait, c'était ça, la recherche de l'efficacité pure et dure. Une nouvelle génération s'est mise à poser une question toute simple mais brutale. Si on enlève les règles, les traditions, la philosophie, qu'est-ce qui marche vraiment dans une bagarre ? Cette question a provoqué une sorte de renaissance des systèmes centrés uniquement sur l'efficacité. On a vu l'émergence de systèmes de self-défense comme le Krav Maga et la création de compétitions quasi sans règles comme le Val Thudu ou l'UFC. La boucle était bouclée. On revenait à la question de ce qui marche vraiment. Au final, les arts martiaux sont tout sauf des reliques anciennes et figées. Ce sont des miroirs vivants de leur époque. Ils interagissent constamment avec le monde, ils sont influencés par le social, le politique, l'économie.
Ils se remodèlent sans arrêt pour refléter les valeurs du moment, que ce soit la fierté d'une nation, le besoin de spectacle ou la recherche brute de la vérité du combat. Et ça nous laisse avec une dernière question. Si le combat est toujours le reflet de son temps, alors qu'est-ce que les formes de combat d'aujourd'hui racontent sur notre société ?